Au IVe siècle, imaginez un peu le tableau. L'Empire romain, ce colosse, est en train de se fissurer de partout. Alors comment est-ce qu'une seule langue et une seule religion ont pu, ensemble, servir de ciment pour un monde qui était vraiment au bord de l'effondrement? C'est ce qu'on va voir ensemble. Voilà la question centrale, celle qui hante les dirigeants de l'époque. Face à un empire qui part en morceaux, la force brute des légions, ça ne suffit plus. Il fallait trouver un liant beaucoup plus puissant, une idée capable de redéfinir l'Occident pour les siècles à venir. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Le IVe siècle s'ouvre dans un vacarme assourdissant, celui des armes. L'instabilité politique, elle, est à son paroxysme. 7. Ce chiffre dit tout. 7 hommes au même moment qui se disent tous empereurs. Ils se partagent le pouvoir, ou plutôt ils se le disputent. On appelle ça une heptarchie, un mot un peu savant pour décrire ce qui est en réalité un chaos absolu, une guerre civile quasi permanente. L'Empire est littéralement fracturé. D'un côté, on a Maxence qui tient l'Italie et l'Afrique, de l'autre, Constantin qui contrôle la Gaule, la péninsule ibérique, la Bretagne. Ces hommes sont de puissants rivaux et chacun n'a qu'une idée en tête, éliminer les autres pour tout réunifier sous sa bannière. La guerre, ce n'est même pas une option, c'est juste inévitable. Et c'est justement dans ce contexte explosif qu'un homme va émerger avec une solution complètement radicale. Son nom, c'est Constantin. On est aux portes de Rome. La bataille du pont Milvius, c'est le moment de vérité. Le problème pour Constantin, c'est qu'il est en infériorité numérique. Il sait très bien que la force seule ne suffira pas. Pour motiver ses troupes, et peut-être pour se convaincre lui-même, il a besoin de plus. Il a besoin d'un signe. Et c'est là que l'histoire prend des allures de légende. La tradition raconte que Constantin lève les yeux au ciel et a une vision, un chrisme, ce fameux symbole chrétien. Avec cette vision, un message limpide. Par ce signe, tu vaincras. Alors, galvanisé par cette promesse quasi divine, il fait peindre le symbole sur les boucliers de ses soldats et fonce vers une victoire qui, quelques heures plus tôt, semblait totalement impossible. La question, elle, reste entière et continue de fasciner les historiens. Est-ce que la conversion de Constantin était un vrai élan de foi, une manœuvre politique absolument géniale, ou un savant mélange des deux? Quoi qu'il en soit, le résultat, lui, est indiscutable. Une fois la victoire en poche, Constantin voit plus loin. Il comprend que la force militaire, ça unifie par la contrainte, mais une fois commune, ça unifie les cœurs et les esprits. Dès 313, avec l'édit de Milan, il met fin aux persécutions contre les chrétiens. Ce n'est que le début. Son objectif à long terme est clair. Un seul Dieu, un seul empereur, un seul empire. La foi devient un outil de cohésion politique. Mais attention, l'unité religieuse ne sert à rien si le message lui-même part dans tous les sens. Après la mort de Constantin, c'est le pape Damase qui va s'attaquer au second volet du problème, l'unité de la langue. Et l'outil de cette unification, le voici, la Vulgate. Il faut s'imaginer qu'avant ça, la Bible circulait en de multiples traductions latines, souvent pleines de contradictions. C'était une sorte de cacophonie théologique, un vrai frein à l'unité. Le pape Damas va donc confier à un certain Jérôme la mission de créer une version unique, officielle, un travail de titan qui va prendre 40 ans et qui va devenir le texte de référence de l'Église d'Occident pour les 1500 ans à venir. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que ce nouveau latin, ce n'est pas le latin classique de Cicéron I, c'est une langue un peu hybride, un jargon latin chrétien qui n'a aucun scrupule à piocher directement dans le grec des mots théologiques clés. Des mots comme ceux-là, qui nous sont d'ailleurs très familiers aujourd'hui. Ok, maintenant, quittons un peu la grande stratégie impériale pour voir comment tout ça se vivait au quotidien. Comment cette révolution culturelle était ressentie sur le terrain. Allez, direction l'Aquitaine. Cette petite phrase, l'air de rien, elle en dit long sur la pression sociale de l'époque. Parler un latin parfait, un latin raffiné, c'était devenu le marqueur social par excellence. On sent bien l'angoisse de faire une faute de grammaire, une anxiété palpable, même chez des gens très instruits. On assiste à une vraie fracture linguistique. D'un côté, il y a cette élite gallo-romaine, obsédée par la pureté de la langue, qui veut à tout prix imiter le style de Cicéron pour affirmer son statut. Et de l'autre, il y a les langues locales, comme le basque, une langue bien plus ancienne que le latin, qui sont tout à coup vues comme barbares et qui se retrouvent complètement marginalisées par ce nouvel ordre culturel. Et au beau milieu de ce monde en pleine mutation, il y a un homme qui incarne à la perfection cette nouvelle identité, à la fois gallo-romaine et chrétienne, Ozone. Il est à la fois le produit et le maître de cette nouvelle culture. Son histoire est absolument incroyable. Elle montre parfaitement comment la maîtrise de cette nouvelle culture, de cette langue, pouvait ouvrir les portes des plus hautes sphères du pouvoir. Pendant plus de 50 ans,
Ozone est un notable de Provence. Un intellectuel respecté, un bon vivant, attaché à ses terres, à son vin, il enseigne la grammaire et la rhétorique à l'école de Burdigala, qui est l'ancêtre de notre Bordeaux. Une vie, somme toute, assez paisible. Et puis, à 54 ans, un âge où la plupart des carrières sont derrière soi, la sienne explose littéralement. L'empereur Valentinien le fait venir à la cour. Sa mission, devenir le tuteur de l'héritier du trône, Gratien. Et c'est le début d'une ascension fulgurante. Quand son élève devient empereur, Ozone, le prof de province, se retrouve propulsé au sommet de l'État. Il grimpe tous les échelons jusqu'à devenir consul de l'Empire romain. Rien que ça. Passons maintenant au dernier chapitre de sa vie, parce que la fin de l'histoire d'Ozone est tout aussi révélatrice que son incroyable ascension. Alors pourquoi quitter le pouvoir ? En fait, son ancien élève, l'empereur Gratien, décide de déplacer la capitale impériale de Trèves à Milan. Pour Ozone, qui a plus de 70 ans, l'idée de tout recommencer, de rejouer aux courtisans en Italie, c'est non. Le pouvoir l'a bien servi, mais il ne l'a pas dévoré. Il choisit de rentrer chez lui. Cette citation de ses derniers écrits est juste magnifique. Elle nous dépeint un homme qui, après avoir touché les sommets du pouvoir, revient à ce qui compte vraiment. Ses terres, ses vignes et le plaisir tout simple d'un bon vin qui réchauffe le cœur et ravive les souvenirs. Et la vie d'Ozone nous laisse avec cette interrogation. Son parcours personnel, ce notable de province, devenu consul de Rome grâce à sa maîtrise parfaite du latin et de la culture, puis son retour à ses racines bordelaises, n'est-ce pas au fond l'illustration parfaite du triomphe de ce nouveau monde ? Un monde où la culture, la langue et la foi sont devenus les véritables fondations du pouvoir.